Bonjour à tous et toutes. D'abord, je voudrais remercier aux collègues de l'OCAM pour la présence, à partir d'Éric, qui est à mon côté là, que nous avons déjà une petite histoire ensemble, soit ici, au Canada et au Brésil. Les dernières rencontres, c'était à Bahia. On était ensemble et on a déjà une petite démarche ensemble. Je voudrais parler sur la numérisation de la société dans une perspective de théorie de la médiatisation. Mais avant de commencer, je voudrais laisser avec vous une lettre ouverte de la communauté académique vers la communauté académique internationale des associations de communication brésiliennes sur les moments politiques qu'on est en train de vivre au Brésil. Il y a 3, 4 ans, 5 ans, on ne pensait pas qu'on allait glisser vers une réalité politique qui se rapproche du proto-fascisme, si on pourrait dire comme ça, à ce moment, des attentats, etc. Alors, on a fait une lettre pour distribuer aux forums internationaux sur cette situation, qui nous fait rappeler bien Bertolt Brecht, qui disait que la chaîne fasciste est toujours en chaleur. On n'a pas pensé qu'on allait glisser vers cette réalité, mais voilà. C'est ça. C'est pour vous connaître. Il y a une version en anglais. Je laisse ici, si vous voulez chercher après. Voilà. Ah, d'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois que voilà. J'ai une version, on pourra la renvoyer à tout le monde. C'est une version qui est circulée sur l'IANCA, sur la liste de l'IANCA. Oui. Ah oui, on a mis là, c'est ça. Voilà, comme point de départ, j'ai mis des questions qui ne touchent pas seulement la recherche en communication, mais aussi les sciences sociales. Il faut dire que cette démarche que je vais parler ici, de cette communication, ce n'est pas une démarche tout seul. Je vais parler qu'il y a surtout cette réflexion à l'intérieur du CISECO, Centre international de sémiotique et communication, qui a été fondé au Brésil il y a une dizaine d'années, 10 années, avec des collègues argentins, brésiliens et français. Voilà, peut-être vous connaissez quelques-uns, Élisée Véron, Jean Mouchon, Oscar Travesse, Fausto Neto, moi. On a pensé de réfléchir sur les domaines de la communication à partir de la sémiotique, mais toujours ce va-et-vient avec les humanités et aussi avec les sciences sociales. C'est pour ça que ce sont des questions qu'on était au Brésil, il n'y a pas très longtemps, en train de discuter avec un sociologue américain, Greg Caillon, qui on posait les questions sur ces mondes contemporains, qui sont de ces questions-là qu'on a comme point de départ. Comment passer de cette perspective, de ces changements qui inspirent leur intelligibilité dans des grands cadres interprétatifs. C'est là qu'on pense aussi d'attaquer à partir du terrain de la communication et en particulier de la sémiotique. Voilà, on va vers une théorie de la médiatisation. Pourquoi? Qu'on a besoin de penser les médias. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est, je veux dire, une stratégie de notre domaine de recherche, qu'il faut penser les changements présents, mais aussi il faut regarder que ces changements présents font partie d'une histoire, d'une diachronie qui est très liée à l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que j'ai mis ensuite là différentes perspectives. Si vous connaissez ces cahiers-là, au Handbook of Communication, de 2014, si je ne me trompe pas, qui mettent les différentes perspectives des théories de la médiatisation
qu'il y a mis les trois, les technologiques, culturelles, institutionnelles. Pourtant, on a aussi une perspective à longue histoire, sémio-anthropologique. Et là, malheureusement, il y a des chercheurs qui pensent beaucoup au niveau de l'Europe ou des États-Unis surtout, et en disant que la théorie de la médiatisation, c'était un phénomène qui a connu ses jours aux années 90. En train de faire une petite recherche sur la théorie de la médiatisation, on remarque que ça a commencé à prendre force, surtout dans une perspective qui a été... C'était une façon de regarder le changement, surtout aux années 60, 70, 80, que des sociologues ont commencé à parler d'une société postmoderne, ou pós-industrielle, plutôt, c'était Daniel Bell, Alain Touraine, Daniel Bell en 69, Alain Touraine en 79, et d'autres qui ont poussé à la fin des années 69 et Daniel Bell 59. C'était une différence de 10 ans, c'est ça, 10 ans. Et 79, c'était Lyotard com la condition postmoderne, que ce sont des regards qui pensaient le changement de la société, du capitalisme, qui migrait du matériel vers l'immatériel, et surtout en tenant la communication au centre. Et alors, quelques chercheurs disaient, et nous, on va réfléchir à partir de quelle perspective ces changements qui mettent en relief la communication, l'information, mais elle reste d'une certaine façon cachée par rapport au travail, par rapport à d'autres côtés de la société. D'une certaine façon, je vais montrer tout à l'heure, c'était un peu ce qui s'est passé dans l'avènement de la modernité. On parlait beaucoup de la globalisation, ou de la mondialisation, on parlait beaucoup de la urbanisation, on a parlé beaucoup de l'individualisation, mais on ne parlait pas beaucoup de la communication. C'est pour ça qu'on disait, est-ce qu'il faut mettre en relief ces changements en regardant à partir, en tenant comme langue d'attaque tous les processus autour de la communication, donc de la médiatisation. Et là, on remarque que cette perspective, elle va mettre toujours en relief la décontextualisation quand on est en train de dire, en train d'analyser les processus de la médiatisation, des effets radio, non linéaires, causés par des problèmes médiatiques loin d'équilibre. Cela veut dire la communication est un facteur de changement dans la société, et non d'équilibre. Si on regarde, si on analyse les théories, les manuels de théorie de la communication, on va remarquer qu'une des théories qui va faire un tabac dans notre histoire, c'est le fonctionnalisme, qui, en général, va regarder d'une autre façon, surtout en mettant en relief l'équilibre de la société et le rôle de la communication là-dedans. Et quand on pense dans les processus, avec cette approche diachronique de la communication, on va remarquer que tous ces processus dans l'histoire des sociétés viennent accélérer le temps historique. Aujourd'hui, on peut remonter jusqu'au Homo sapiens, mais si on va regarder dans l'histoire plus courte, avec l'avènement de la modernité, on a publié, quelques ans après la révolution de Gutenberg, plus de livres que toute l'histoire, le Moyen-Âge. Ici, on va voir après l'Internet, comme cette perspective d'accélération du temps historique est très présente dans ces processus de médiatisation. D'autres aspects qu'on met en relief,
c'est la rupture du temps et de l'espace. On pense toujours dans cette révolution de l'accès avec l'Internet. Et ça fait rappeler beaucoup en 1975, quand Roland Barthes disait là, dans le livre Roland Barthes par Roland Barthes qu'il rêvait d'une société Déméter, qu'il va parler après, je peux même lire, c'était un rêve, c'est une vision utopique. Voilà, d'une certaine façon, on est arrivé dans une société d'émetteurs, mais toujours quand le verbe se fait chair, après il divise les hommes. C'est comme aussi cette société des émetteurs qui représente aussi cette rupture du temps et de l'espace. On parle beaucoup maintenant, mais avec la civilisation de la presse, du journal, on remarque déjà ça. Si on va analyser toutes les cultures journalistiques, comment on essaye de jouer avec cette rupture. Qui a fait beaucoup d'études sur ça, c'était Maurice Moyot, qui ça vaut la peine de voir. Il disait pourquoi tous les titres sont toujours présents, pas au passé, mais parce que les fêtes sont les jours d'hier, c'est le présent, parce que c'est une façon de dibler, de faire une trame avec cette rupture du temps et de l'espace, où les moments présents, c'est les moments de la lecture, pas les moments de fait. Soit on va penser ces côtés comme ça devient plus complexe avec l'Internet et avec toute la circulation, que je trouve que les collègues ont déjà touché ces mots-là. C'est un mot central pour penser tous les changements qu'on voit dans le monde social et médiatique, que c'est très important qu'on pense dans cette perspective de la rupture et aussi la persistance dans le temps et son autonomie par rapport aux instances de production et reconnaissance. Cela veut dire comment là, les messages elles restent dans la circulation, pourtant à la persistance du message, et comment elles s'éloignent de ces deux pôles traditionnels qu'on a analysés pendant l'histoire des théories de la communication. Cela veut dire, si há uma persistance do mensagem, cela veut dire, il y a ces pôles aujourd'hui, qui c'est le pôle de la circulation, comment on va penser les enjeux de la communication à partir de cette nouvelle dynamique. Voilà. Si on pense ce qu'on parlait déjà ici sur la circulation, comment c'était très nécessaire la notion de circulation pour l'engendrement du capitalisme et tous les renouvellements du capitalisme à partir de cette notion de circulation, la mondialisation, la urbanisation qui s'était très fortement marquée, les marchandises, la circulation, la mise en valeur. Peut-être aujourd'hui, il faut penser dans ce sens, la circulation du discours et la mise, non en valeur, mise en sens du discours. C'est un autre niveau qu'avant, on pensait beaucoup vers les matériels, maintenant on va vers les matériels, vers les sens du discours. C'est pour ça que les changements dans les paysages médiatiques, je pense là, pas seulement production et reconnaissance, mais production, circulation et reconnaissance. C'était la circulation. Si on va penser dans l'histoire des théories de la communication, c'était au début un point de passage, on remarque de l'émetteur ou de la production vers la reconnaissance. Après, surtout avec l'influence de la linguistique, surtout de Jacobson, vers la sémiotique, on a commencé à repenser tous les décalages entre la production et la reconnaissance. Ensuite, un point de contact, si on va regarder sur les two-step flow dans l'histoire des théories, c'était les points de contact. Les leaders,
entre les leaders cosmopolites, les leaders locaux, etc., un point de contact, et comme ça devient une zone d'articulation qui commence à changer fortement tous les processus de communication avec le numérique et tous les changements autour de la communication. Alors, ces changements de paysage vont avoir trois conséquences directes. L'accès à la connaissance et la culture, qui ça a bien changé, la relation entre les uns et les autres, et la formation des groupes sociaux, et les liens entre l'individu et l'institution, surtout l'identité de l'individu, d'une certaine façon. Voilà, je mettais en relief là une chose. J'ai eu comme point de départ les sciences sociales. D'une certaine façon, je suis en train de cheminer vers les sciences sociales en pensant comment, le changement du paysage médiatique, on doit fortement penser les changements au niveau macro et au niveau micro, les institutions, les individus, et comment on va penser, on va d'une certaine façon penser nos contributions dans les domaines des sciences sociales. Voilà, c'est là que peut-être dans un domaine de recherche très fragmenté comme le nôtre de communication, on pourrait chercher des axes, des noyaux qui puissent créer des connexions entre différentes recherches dans ce chaos créatif qui est notre domaine de recherche. C'est pour ça que quand j'ai mis la théorie de la médiatisation, je trouve qu'il faut chercher dans l'histoire qu'il y a eu des changements qui c'était très important et c'était des révolutions cachées. L'autre jour, j'ai vu une publication, si je ne me trompe pas, de 2011, qui s'appelle « La civilisation du journal ». C'était 1800, 1700 pages. C'était surtout d'historiens qui ont fait des analyses, peut-être en faisant mea culpa, parce que si il était les journaux négligés dans la formation dans la modernité, qui parfois c'est visible mais invisible, mais Lucien Lefebvre qui disait que c'était la civilisation du livre. Alors, quelqu'un ne dit pas du livre, c'est du journal. Le journal qui a créé une nouvelle temporalité de la société moderne. Et peut-être on n'a pas mis en relief, comme on a mis, comme j'ai tout à l'heure parlé, la globalisation, la urbanisation, l'individualisation. Et peut-être on peut rater de nouveau, au niveau de la production scientifique, ces changements-là qu'on est en train de passer. Et peut-être ces côtés de la communication, on va rater, on va cacher, on va négliger. C'est pour ça qu'il faut prendre cette perspective historique aussi, qu'on va vers l'accès. Si on va penser l'accès pendant les journaux, c'était un accès qui a provoqué une circulation de nouveau. Voilà, je vais mettre en relief ces mots, ces concepts, qui c'était des territoires, sur les territoires, beaucoup de journaux qui étaient diffusés, mais aussi beaucoup de sujets que les gens ont commencé à lire. Et ça a commencé à changer. Cela veut dire de nouveaux accès qui a provoqué une circulation qui, aujourd'hui, on essaie de prendre cette langue d'attaque pour penser aussi le numérique que j'ai mis là à la fin. 2 minutes déjà. Voilà. C'est vite, c'est là comment on va augmenter l'accès et la décontextualisation. On a comme point de repère la modernité, mais cette modernité tardive aussi, c'est important. Comment aujourd'hui, dans cette perspective de la société des émetteurs,
né, comment l'utilisateur ele passe do privé vers le public, né, et surtout comment, dans l'utilisation de l'Internet, là, je m'approprie de la trois sémiosis à partir de Peirce, né, que é esthétique, factuelle et normative. C'est une utilisation, né, d'une certaine façon, stable qu'on utilise l'Internet. Et comme je parle souvent de l'angle d'attaque de la sémiotique, j'ai mis en relief l'interprétant de l'enjeu de l'accès, né, et de la circulation. Je passe vite là, comment ça a changé avec cette circulation. Surtout, on a effacé les spécialistes vers l'influenceur numérique, les rétrécissements, né? Si on va voir aujourd'hui, tu prends Trump ou même Barack Obama, même des objectifs différents, comment ils font l'autre circulation, rétrécissement vers les publics, les peuples américains, et d'autres questions qu'on pose là, non seulement cette nouvelle manière de circuler, mais la question d'identité de l'auteur et de la légitimité aujourd'hui, qui, au fond, quand on parle de changement, on touche toujours dans la question de la légitimité. Qui a la légitimité dans la discursivité sociale avec tous ces changements-là? C'est une question politique. Et toujours, je suis en train de flotter avec d'autres sciences sociales. Je trouve important non seulement avoir une perspective historique, c'est pour ça qu'on a mis en relief la médiatisation, mais comment aussi, cette analyse de la médiatisation, on va souvent mettre en relation avec des théories du social. J'ai mis trois là, Bourdieu, Thévenot et Norbert Elias, comme sont importants, non seulement, comme j'ai dit, une vision historique, mais pour voir que l'espace social, les champs sociaux, ne sont pas des endroits vides qu'une logique médiatique vient et fait du tabac. Alors, cette relation avec les théories sociales, là, je prends des réflexions de Nick Coultre, qui travaille bien cet aspect. Voilà, 30 secondes, qu'on va analyser aussi toute cette perspective, qu'on va vers la conscience de réalité, société des émetteurs, vers une société de calcul, un empire des algorithmes, et de la surveillance. Vigilance, c'est un mot portugais qui est glissé là, je ne sais pas pourquoi. Et je vais finir toute cette question que je mets et je reviens. C'est le dernier diapo là. La circulation peut être un nouvel objet d'étude prenant en compte les changements de paysage médiatique, principalement portés par les transformations de l'accès et du contact. Les processus engendrés par la numérisation, par la révolution de l'accès, peut-il conduire la circulation à être le nouveau champ de bataille dans une guerre qui commencer à ce moment. Merci. Voilà.